Soyez les bienvenus, je suis Yacine Eragragui. Vous vous apprêtez à regarder Chaud pour l'emploi, une émission entièrement conçue par une douzaine de jeunes de 18 à 25 ans. Au départ de ce projet, il y a 2 mois de cela, aucun d'entre nous n'avait jamais réalisé de reportage, et encore moins une émission. Je me trouve en présence d'Adrien et de Lucien, qui vont nous présenter le travail de toute une équipe. C'est parti. Alors Lucien, peux-tu nous expliquer en quoi consiste le Chaud pour l'emploi ? Eh bien Yacine, c'est une émission qui s'intéresse aux métiers, aux formations et aux entreprises, mais surtout aux femmes et aux hommes ainsi qu'à leur parcours professionnel dans le monde du travail. Pour cette première émission, toute l'équipe s'est demandé quel était le métier de rêve que nous aurions aimé exercer. Les réponses ont été surprenantes et intéressantes. Alors sans plus attendre, nous vous invitons à regarder en images le sommaire de cette première émission, avec au programme de l'engagement, de l'amour, de l'altitude, de la passion et du punch. Si, je vous assure, nous parlons bien d'emploi. Pour commencer, nous allons nous intéresser à un métier qui fait rêver pas mal de garçons et de filles. Un métier qui nécessite de nombreuses qualités humaines et une très bonne condition physique. En effet Yacine, cette condition physique est très importante, surtout lorsque l'on connaît le quotidien de ces hommes et ces femmes qui chaque jour ont à monter à grande échelle, rouler à tombeau ouvert sur les autoroutes ou encore descendre en rappel le long des immeubles en flammes. Oui, Lucien, on a compris. Mais on connaît finalement assez peu leur quotidien. Et tout de suite, on vous emmène sans plus attendre au sud de Strasbourg, à la caserne Lillekirch, où s'est rendue pour nous Stéphanie. Nous allons rejoindre l'adjudant-chef Humbert pour en savoir plus sur le métier de sapeur-pompier. C'est parti! On est ici dans le réfectoire du CIS Sud et chaque caserne a sa spécificité. Ici, nous avons le sauvetage des blêments qui est représenté par la cathédrale, le Grimpe. C'est le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. C'est l'hélicoptère qui est représenté parce que tous les jours, il y a 2 équipiers qui desservent l'hélicoptère si jamais il faut chercher quelqu'un dans un endroit inaccessible avec les véhicules. Comme on est à la caserne sud, on a pris l'emblème des sudistes et en plus, Ingibus et Nostro, ça veut dire avec bec et ongles, c'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Quand on nous donne une mission, on la mène au bout. Il n'y a plus de bénévoles. C'est-à-dire tout le monde est volontaire, il faut avoir 16 ans. On fait 4 petits tests physiques, il faut nager 50 mètres qui n'est pas chronométré. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas être claustrophobe, il ne faut pas avoir le vertige. Et ensuite, nous avons encore le luc léger, c'est pour voir l'aptitude physique à courir le plus longtemps possible à un certain rythme. Et voilà, à partir de là, s'ils sont aptes, ils ont un entretien avec nos chefs. Il faut avoir pratiquement 160 heures de formation avant de pouvoir intégrer une équipe. Ensuite, pour tout ce qui est professionnel, là il y a un concours. Là, effectivement, les tests physiques, il y en a beaucoup plus. Si physiquement tu n'es pas apte, tu ne peux pas être sapeur-pompier. Et il faut savoir qu'il faut atteindre un minimum, sinon on n'est pas pris. Une fois qu'on a passé ces tests-là, on est sur une liste d'aptitude nationale. Ensuite, on peut postuler à n'importe quelle ville qui embauche. Et après, on fait une FIA, une formation initiale, où on est en formation intensive, aussi bien sportive que pour apprendre le métier. On est plongé dans une équipe et au bout d'1 an, si on a donné satisfaction, si on pense que la personne va évoluer dans le bon sens, on leur permet, ils sont titularisés. Le feu, en fin de compte, c'est plus que 10% de nos interventions.
Ensuite, nous avons tout ce qui est SAP, tout ce qui est assistance à personne. Et là, nous arrivons à pratiquement 80% de nos interventions. En plus, nous avons 10%, donc tout ce qui est interventions diverses, tout ce qui est spécialité. Il y a la radioactivité en plus, la chimie, les plongeurs, etc. Tout le personnel, rassemblement au dépôt pour la manœuvre de garde. Messieurs, dames, bonjour, repos. Alors, fourgon Popton, cuillère. Fernandez. Donc, c'est le matin, on a vérification du matériel. C'est chaque équipier ou chaque chef d'agré qui est affecté à son véhicule, qui vérifie son matériel, s'il est propre, s'il est fonctionnel. Problème particulier sur les véhicules? Donc, dans notre caserne, on est à 18 professionnels minimum par jour et plus 3 volontaires. Donc notre journée, on commence à 8h moins le quart le matin. Donc après, il y a tout ce qui est vérification de matériel. Ensuite, il y a de la formation, de l'entretien. Souvent, on a du sport en fonction des casernes. On a un sport de 10h30 à midi. Ensuite, il y a pause de midi à 14h et de 14h à 16h. On a, après ça dépend, soit de sport, soit de formation, soit etc. Et ensuite à partir de 16h, c'est-à-dire on bascule dans un mode plutôt d'astreinte. Il faut qu'on reste dans l'enceinte de la caserne, mais on ne fait plus vraiment de travail spécifique à la caserne. Un feu dans une tour avec une victime à un balcon qui gesticule, qui les appelle. On a le chef qui donne ses ordres. En général, il fait d'abord une reconnaissance, il regarde ce qu'il y a et ce qu'il faut intervenir en premier. Sachant que sur feu, il y a toujours la victime qui prime. Nos échelles qu'on a là-dessus vont seulement jusqu'au 2e niveau, c'est-à-dire 8 mètres maximum. Et là, il est quand même au 4e niveau, donc on n'arrive pas à atteindre. Et si la cage d'escalier est en fumée, on monte avec nos appareils respiratoires, on monte jusqu'à la victime, ensuite on l'évacue par une corde. J'ai réussi à avoir mon métier de rêve, quelque part. C'est-à-dire que moi, je suis de base dessinateur industriel. Et un jour, j'en avais marre et je me suis mis sur la chaise. J'ai dit, j'en ai marre de toutes vos conneries là de dessin, j'aurai mon bac, mais par contre, je serai pompier professionnel. Vous l'aurez compris, c'est un métier pour lequel il faut donner de soi et avoir le cœur bien accroché. Merci à l'adjudant-chef Humbert pour ses explications. Et merci à Stéphanie pour ce reportage. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par le métier de sapeur-pompier, n'hésitez pas et tentez de devenir volontaire ou professionnel. Si vous avez entre 11 et 18 ans, vous pouvez passer par les jeunes sapeurs-pompiers. C'est la meilleure école pour y parvenir. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site très complet du SDIS du Bas-Rhin à l'adresse qui s'affiche. Ça signifie quoi, SDIS? Service départemental, incendie et secours. Merci. Service. On enchaîne tout de suite avec un autre sujet qui va nous présenter une société un peu particulière. Là aussi, le don de soi est une qualité essentielle. Nous repartons avec Stéphanie, mais cette fois-ci, direction le quartier d'Unedorf. Comme vous le voyez derrière moi, nous sommes à l'Espace de Strasbourg. Nous voulons en savoir plus sur ces lieux. Suivez-moi. Je travaille à la SPA depuis 20 ans. Je m'occupe des chats, des chiens, de l'accueil comme mes collègues. Nous accueillons principalement les chats, les chiens, les nouveaux animaux de compagnie ainsi que les rongeurs. Pour tout ce qui est animaux de ferme, les poules, les lapins, certains lapins, les chevaux, etc. Il existe une autre association, l'Arche de Noé, qui effectivement est compétente pour tout ce qui est animaux de ferme, animaux d'élevage. Actuellement, nous avons à peu près 300 chats et nous avons à peu près 80 chiens. Donc les animaux sont en cage, on essaye de leur apporter le maximum de confort, il faut les nourrir, il faut leur apporter des couvertures en hiver, il faut arriver à assumer aussi moralement la souffrance et la détresse des animaux. Et pour ça, on est une équipe de 18 employés, à peu près 50 à 70 bénévoles régulièrement.
Les vétérinaires nous aident énormément, donc on travaille avec une clinique vétérinaire, on soigne nos animaux, c'est une partie la plus importante du budget. Donc régulièrement, le vétérinaire vient 2 fois par semaine pour vacciner nos animaux, pour les pucer. Et s'il y a besoin de faire plus pour les opérer, quand on rentre un animal qui a une patte cassée ou qui a un autre problème plus important, il part en clinique, il sera soigné. Pour travailler à la SPA, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Alors malheureusement, les SPA en France sont assez pauvres et nous ne pouvons pas embaucher de manière définitive. Nous employons essentiellement beaucoup de contrats aidés, des contrats dont une partie du salaire est pris en charge par l'État. Et nous avons aussi énormément de bénévoles qui viennent régulièrement, quotidiennement pour certains, pour s'occuper des animaux, donc leur apporter les promenades qu'on n'a pas nous le temps de faire, les câlins et voire nous aider dans le travail de tous les jours pour les soins aux animaux. Allez. Une autre partie de l'activité à la SPA, c'est donc l'accueil des animaux qui sont soit trouvés dans la nature, soit ramenés par les propriétaires. Donc là, il y a un travail des personnes de l'accueil. Après, vous avez le téléphone, les nombreux coups de fil pour les renseignements. J'ai perdu mon chat, j'ai perdu mon chien. J'ai trouvé un chat, j'ai trouvé un chien. Je sais pas comment. Oui. Ok. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de qualification. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'apprentissage dans les SPA. Mais il y a des stages d'école qui peuvent être exécutés chez nous, des personnes en réinsertion. Ça, effectivement, ce sont des personnes qu'on a régulièrement au refuge. Alors, moi, je ne me pose pas la question de savoir si c'est un métier de rêve, si c'est le métier que j'aurais voulu faire. C'est un endroit dans lequel je me sens chez moi, dans lequel je me sens à l'aise. Je sais que quand je reviens de vacances, je rentre chez moi. Bon, comme d'autres employés, on vient en plus. On n'est pas là pour gagner un salaire, on est là pour s'occuper des animaux. C'est pas quelque chose qui se calcule, c'est pas quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se vit. Comme quoi la définition du travail de rêve n'est pas forcément de gagner des millions en ne faisant rien. Merci à Catherine de nous avoir fait partager l'engagement des salariés et des bénévoles de la SPA. Et si vous aussi vous rêvez de travailler parmi nos amis les bêtes, vous pouvez commencer par donner un peu de votre temps en devenant bénévole à la SPA. Vous verrez rapidement si vous êtes fait pour ça. Et si vous savez déjà que vous n'êtes pas fait pour ça, vous pouvez toujours envoyer un don. Par exemple, cet hiver, suite à l'afflux de lapins au refuge, la SPA de Strasbourg est en manque de copeaux, de paille pour les cages et de nourriture. Merci pour votre aide. Bon, maintenant je vous propose de décoller, de planer, bref, de vous envoyer en l'air. T'es sûr que tu t'éloignes pas un peu trop du sujet là? Je te rappelle, Adrien, qu'il faut rester sobre sur son lieu de travail, et encore plus quand on est à l'antenne. Vous y êtes pas du tout, les gars. Allez, accrochez vos ceintures, on est prêt à décoller. Bonjour, ici votre commandant de bord, Adrien, accompagné de mon copilote François. J'espère que vous avez passé une agréable vol. Nous atterrirons sur la baie de Hong Kong et nous attend Gilles Grégoire pour nous parler de Fly Adventure. Mon nom est Gilles Grégoire. Alors mon rôle, c'est responsable du centre de simulation à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Donc c'est un centre de simulation aéronautique où on opère des simulateurs de vol professionnels à destination de différents publics, d'un public de particuliers, sur des activités plutôt ludiques mais à la fois pédagogiques, également un public de professionnels, d'entreprises ou de pilotes pro. Ce qu'on peut dire sur l'activité, notamment grand public, c'est vraiment ouvert à tous. Les pilotes professionnels, eux, vont plutôt se servir du simulateur comme un outil de réentraînement pour du maintien de compétences, par exemple. Alors le centre a différents pôles d'activité. On a un premier pôle d'activité dédié au grand public. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose sur le métier de pilote ou même sur l'avion de ligne et son environnement. Ça, c'est le premier pôle d'activité. Le second, on va parler de service aux passagers. Aujourd'hui, un passager sur 4 a une appréhension à prendre l'avion. Donc nous, on a développé un stage anti-stress qui permet de démystifier l'avion et son environnement. Troisième pôle d'activité, on va s'adresser aux entreprises. Là, plutôt sur une thématique formation et formation sur le travail en équipe. On va se servir de méthodologies qu'on utilise dans l'aérien, notamment sur le travail en équipage, pour travailler sur les problèmes de communication, sur les problèmes de comportement, de positionnement au sein de l'équipe de travail. Voilà, on va travailler également sur les aspects de prise de décision en situation de stress ou en situation dégradée, situation changeante.
Tu vas appuyer sur ces deux boutons pour débrayer la poussée. Voilà. Maintenant, tu es en poussée manuelle. On va couper les derniers automatismes et là, on est autorisé approche à vue, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment ce qu'on veut. Donc, Trace sur sortie. trace sur sortie. Trace sortie 3 vertes. À l'extérieur de Flight Adventure, je suis pilote de ligne, donc mon travail c'est de piloter ce genre d'avion quotidiennement. Et au sein de Flight Adventure, ça va être d'apporter justement ma vision de pilote de ligne dans la construction des scénarios autour des facteurs humains et sur les stages anti-stress. La formation de pilote de ligne se passe dans des écoles et cette formation, au global, on va dire, elle va durer grosso modo 3 ans. Il existe des formations dont le coût va être nul, des formations qui vont être gratuites. Ces formations sont soit dispensées par l'État, c'est l'École nationale de l'aviation civile, qui recrute via un concours et qui va permettre de former une 50aine de personnes par an. Il y a certaines compagnies aériennes, notamment Air France, qui recrutent des profils de pilotes, pas de pilotes justement, d'étudiants qui n'ont pas d'expérience de pilotage, qui sont en école d'ingénieur, qui sont en classe préparatoire, et c'est Air France qui va les former de A à Z. Au sol, la température est de 30 degrés, le temps est très beau avec un léger vent du sud. Nous allons donc débuter. Pour être un bon pilote, il faut faire preuve de bon sens, savoir sentir les choses, savoir sentir le danger, savoir sentir la météo, de bonnes connaissances théoriques, des aptitudes aussi en calcul mental et l'anglais. Merci Adrien pour ce petit tour en Boeing sans décoller d'Ensheim. Le concept est vraiment bien pensé. Ils ont vraiment su tirer parti de leur environnement, de leur passion et de leurs compétences. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le site de flyaventure.com. Professionnels, passagers ou simples passionnés, vous trouverez votre bonheur. Merci Adrien. On va enchaîner avec un autre passionné qui, comme nous, passe de temps en temps devant les caméras. On retrouve Nicolas qui s'est levé tôt pour retrouver cet ancien commercial reconverti dans la radio. C'est parti. Nous sommes devant les studios de France Bleu Alsace. Nous allons tout de suite rencontrer Pierre Nuss qui va nous présenter le métier d'animateur radio. Allez, suivez-moi. Je m'appelle Pierre Nuss, je suis animateur de radio sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsos, en français et en alsacien. Donc France Bleu, c'est une radio qui est locale, localisée dans 44 stations en France. C'est aussi une radio de service public. France Bleu, on est vraiment une radio généraliste puisqu'on est une radio de service, on parle de toutes les thématiques. Les auditeurs sont au centre de nos programmes. Des milliers de bénévoles participent au 27e Téléthon. 300 manifestations ont lieu ce week-end en Alsace. Dans le privé, la plupart des radios privées n'ont pas ce souci de service. Elles, pour vivre, elles sont obligées de vendre des espaces publicitaires. Donc c'est très important pour elles d'avoir de l'audience. Plus elles ont d'audience, plus elles peuvent vendre de la publicité chère. Alors, les radios amateurs, généralement, sont des radios associatives, donc ils ne sont pas payés, ils n'ont pas vraiment de locaux et pas vraiment de matériel. Pour la plupart, il y en a qui ont du matériel, je pense à RBS, et donc ils n'ont pas de ligne éditoriale fixée par quelqu'un au-dessus, c'est eux qui décident. Chaque animateur peut vraiment décider de comment ça va se passer. Bon, bien sûr, quand ça se professionnalise, il vaut mieux avoir une idée éditoriale. Samedi 7 décembre, il est 7h08. Marie-Thérèse Fischer, quel saint suit donc le saint patron des écoliers? Qui suit ça, Nicolas? Alors, il y a 3 métiers principaux dans la radio. Il y a le journaliste, l'animateur et le technicien. Le journaliste a fait des études de journalisme, donc il est embauché à la base en faisant des piges. Donc là, il a 3 ans pour passer le planning, ce qu'on appelle le planning, le droit de tourner dans toutes les radios de France. Si au bout de 3 ans, il ne décroche pas cet examen, il faut aller chercher du travail dans les radios privées. Le technicien, lui, est généralement un ingénieur du son, preneur du son, qui a vraiment l'oreille pour produire de la musique, pour produire des jingles, enregistrer des interviews. Donc c'est lui qui va être derrière les manettes, qui va lancer les différentes séquences quand l'animateur
va lui donner le signe qui va bien. L'animateur, il est derrière son micro, il a le conducteur, tel que son émission est prévue. Faut pas se leurrer, ça se passe rarement comme prévu. Rapide, hein, 3 secondes après course, virgule course, je reviens avant la virgule week-end pour teaser le rendez-vous d'après le... Ouais, mais après le week-end, c'est la virgule week-end, Jean-Qui, le tapis info. Ouais. Il y a effectivement des formations pour faire de l'animation de radio, c'est à Paris ou à Strasbourg. C'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui propose des formations qui sont payantes. Par contre, c'est une formation qui est en alternance. Le métier d'animateur, il n'y a pas énormément de théorique, c'est énormément pratique, puisqu'il faut être à l'aise derrière un micro. Généralement, c'est sur le tas qu'on l'apprend. Des conseils pour débuter dans la radio, il faut d'abord beaucoup en écouter, beaucoup de différentes sortes. Il y a plein de façons de faire de la radio. Un animateur ne va pas avoir le même ton sur France Culture que sur Énergie, et c'est normal parce que c'est pas le même public. Léo Chapuis, bonjour. Bonjour à tous. PSA envisage de fermer une des 2 lignes de production à Mulhouse. Une étude va être lancée en concertation avec les syndicats. Les 8000 salariés de l'usine alsacienne craignent à terme des suppressions d'emplois. Connectez-vous sur 101.4 ou 102.6 pour retrouver Pierre Nuss dans sa matinale du samedi et du dimanche, de 7h à 10h sur France Bleu Alsace, et la semaine sur France Bleu Alsace. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé par les métiers que nous vous présentons dans ces reportages, vous pouvez vous adresser à un conseiller ou une conseillère d'une mission locale. Pour trouver la mission locale la plus proche de chez vous, une seule adresse, www.missionlocale.fr. Yacine, je crois que l'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Et je sais que pour finir fort, tu nous as préparé un sujet coup de poing. C'est vrai Lucien, l'homme que l'on va rencontrer est un sportif passionné. Champion du monde qui va nous raconter comment son activité professionnelle s'est construite en soutien de sa passion. Enfilez vos gants, on va prendre une leçon du côté du Neudorf. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Panza Gym et nous allons rencontrer monsieur André Panza, 9 fois champion du monde, qui va nous parler de sa double carrière en tant que sportif de haut niveau et de gérant de salle. Vous êtes prêts ? Bon, moi c'est André Panza, 9 fois champion du monde dans les plus gros titres, hein. Dans tout ce qui est pied-point et boxe. J'ai accédé aux titres mondiaux dans toutes les disciplines. Et entre-temps, pour pouvoir m'entraîner, je ne pouvais pas, donc j'ai créé ma propre salle pour pouvoir m'entraîner. À part d'être champion, au départ, je rêvais de rien du tout. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille là où je suis parce que je fais ce que j'aime faire, j'enseigne. Et d'un autre côté, je fais quelque chose que je n'aime pas faire, je suis gérant de la salle et bien sûr, un homme d'affaires, je dois l'être, mais c'est pas moi. Mais entre autres, dans ma carrière, j'ai aussi fait plein d'autres choses. J'avais créé le jeu ordinateur qui a été le plus vendu au monde à l'époque. Le Panza Kickboxing sur Atari, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont connu là-dessus. Là-dessus, c'est pareil, j'ai pas été très bon parce que j'aurais pu faire que ça d'ailleurs. Mais bon, après, ils ont coulé la boîte, ils m'ont bien endormi. Le pourcentage, je l'ai jamais touché. À l'âge de 16 ans, j'avais ouvert ma première salle de boxe. Et j'ai démarré avec un petit morceau de salle et au fur et à mesure, j'ai agrandi jusqu'à ce que j'ai pu acheter le bâtiment, etc. Toute entreprise, il faudra des employés tôt ou tard parce qu'il y a trop d'heures. C'est impossible de tout faire parce qu'au début, on fait le ménage soi-même, on fait ci, on fait là, on fait l'accueil, on fait les cours, on emmène les champions. À un moment donné, ça fait trop. Il faut savoir gérer, il faut savoir aussi manier les employés, les lois, et les choses de base. Déjà l'assurance, les licences parce qu'il y a tout le côté fédéral, associatif. Et après, il faut être bien entouré. Pour certains, moi, j'ai pas eu trop cette chance, mais quand on grimpe, il y a toujours des gens pour aider. Donc il ne faut pas se lancer à bras raccourcis n'importe comment parce qu'il y a une petite aide d'État ou un petit truc où tout le monde te dit vas-y fonce. Oui, vas-y fonce, commence par te secouer, te lever le matin et t'entraîner. Mais en tout cas, la salle ici, c'est 30 années qu'elle est ouverte.
et que ça vit et que ça grandit avec un brassage de gens, des enfants de l'âge de 4 ans qui démarrent ici sous forme ludique et constructive, éducative, évolutive, jusqu'à des gens qui ont 80, 84 ans, mon plus âgé, il a 84 ans. De direct, de uppercut, de crochet, de direct, entrez le menton, pivotez le buste. 2, 4 ou 5, on s'en fout. On peut entrevoir ou entreapercevoir les sports de combat de diverses manières, que ce soit juste pour la self-défense, juste pour le bien-être, juste pour faire du sport, pour décompresser, pour se sentir bien. Et la compétition, ça reste un faible pourcentage. Et après, le haut niveau, c'est encore un plus faible pourcentage. Puisque la grande force d'ici, c'est justement que quand on donne un cours, par exemple, style cardio-box, c'est que c'est des super professionnels de sport de combat qui donnent les cours et pas un prof de gym lambda qui fera très bien son boulot peut-être, mais qui n'aura aucune explication à un coup de pied ou un coup de poing, ou qui fera des mouvements dans le vide, alors qu'ici on va taper dans des sacs plus ou moins durs justement pour les personnes qui ont peut-être des problèmes d'arthrose, peut-être des problèmes, peu importe. On a beaucoup de docteurs, de chirurgiens dans le club, on a beaucoup discuté, j'ai eu pas mal d'opérations aussi moi-même, donc on essaye de faire le mieux pour les gens pour que le sport construise et fasse durer et pas détruise à court terme ni à long terme. Genou kick, je rajoute un coude derrière un coude, genou kick, coude, allez go. Ce bien-être, il est pour tout le monde et ici, il n'y a pas de race ni de sélection, quelle qu'elle soit. Vous pouvez avoir autant des hommes d'affaires, des chirurgiens, des docteurs, des avocats que monsieur tout le monde. Et on ne sait pas qui est qui. Ici, c'est une salle de sport, une vraie salle de sport. Et le message, c'est surtout pour les jeunes, c'est quand ils ont un projet, c'est d'y croire, c'est de travailler, le renforcer. Et même quand ça ne passe pas une fois, eh bien, il faut continuer et il faut encore y aller et encore travailler et recommencer. Et après, si ça ne marche pas d'un côté, avoir un petit peu de stratégie. Comme on dit, si ça passe pas par la porte, il faut passer par la fenêtre. Quand ça passe pas par la fenêtre, eh bien, il faut escalader le mur, passer par le balcon. Et quand ça ne marche pas par le balcon, il faut passer par le toit. Et s'il faut raser la maison et recommencer une maison. On remercie encore André Panza et si vous voulez prendre des cours avec des champions, toutes les infos sont sur le site qui s'affiche sur vos écrans. Il existe également ce DVD, De rage et de raison, réalisé par Didier Asson, qui vous en dira davantage sur ce coach et ses champions. On voit aussi que la passion est un bon moteur pour trouver sa voie professionnelle. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti lors de cette série de reportages. Les personnes que nous avons rencontrées sont de vrais passionnés. C'est sans doute cela qui fait qu'un travail devient un métier de rêve. Ça ressemble à une belle conclusion, Lucien. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et ne pas oublier de saluer toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet Chaud pour l'emploi possible. Tous les noms sont dans les crédits de fin, alors restez avec nous. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission à partir de janvier sur notre page YouTube Chaud pour l'emploi. Toutes les infos pratiques sont sur notre page Facebook Chaud Emploi. Merci et on se retrouve pour un prochain numéro.